Les amis, regardez, j'ai encore mis la casquette à l'envers. Cette fois-ci, c'est comme Jack Draper. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief du tournoi d'Indian Wells. Je m'excuse, j'ai été absent très longtemps. J'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie perso, surtout au niveau du travail. Donc, je me suis dit que j'allais pas faire des vidéos tous les jours. Il y avait beaucoup trop de choses à dire. C'était très long. Je suis empressé de regarder les débriefs de tous les autres matchs que je n'avais pas pu voir pour me faire une idée globale. Donc cette vidéo va être un résumé du tournoi avec mes impressions et également ce que ça peut donner comme signaux pour la suite de la saison. Et déjà voilà, on va pas faire du je vous l'avais dit-isme. Hein, on va pas faire du je vous ai dit ci, je vous ai dit ça, machin. Quand j'ai fait mon analyse des tableaux, il y a plein de choses que j'avais pas vues. J'avais mis Rune perdant contre Hugo Humbert. Là où je suis content, j'ai le droit de le dire, c'est que j'avais vu Jack Draper remporter ce Masters 1000. Je vous laisse aller voir la vidéo du tableau. En globalité, donc j'ai mis Draper vainqueur de ce tournoi en battant Carlos Alcaraz. La demi-finale, je l'avais vue du coup dès l'analyse du tableau. Après tout le reste, voilà, beaucoup de choses qui n'étaient pas valables, c'est normal, ce sont des prédictions. Medvedev, Rune, je ne l'avais pas vu comme ça. Voilà, il y a plusieurs choses que j'avais observées. Je parle dans les grands noms, hein, surtout chez les gros joueurs. Donc j'avais vu effectivement la défaite de Zverev au pro contre Griekspoor notamment. Je m'attendais à ce que Medvedev fasse un bon tournoi, ce qui était le cas jusqu'en demi-finale où il perd contre Rune. Des choses auxquelles je ne m'attendais pas, de bonnes surprises finalement. C'est ce qu'on peut voir quand on a fait un tableau, c'est qu'il y a des surprises qui ont eu lieu. Arthur Fils notamment, qui a été une très belle surprise pour ce tournoi, qui m'a donné beaucoup de baume au cœur. En analyse de ce tournoi d'Indian Wells, j'avais dit que Arthur Fils ne lancerait pas sa saison Indian Wells, et il l'a fait. Donc magnifique victoire, les magnifiques victoires d'Arthur Fils montrent que ça y est, il a enfin lancé sa saison. Et j'espère qu'il le fera aussi sur les petits tournois. Arthur, on compte sur toi. Rune qui renaît de ses cendres, hein, voilà, après victoire sur Tsitsipas, victoire sur Medvedev pour arriver en finale sur Jack Draper. On reparlera de Rune parce que c'est intéressant, c'est très intéressant. Le cas Rune est très intéressant. Pourquoi est-ce que j'avais mis la victoire de Draper ? Parce que régularité, on va dire, dans le jeu, je parle pas physique. Physiquement, c'est une donnée qui est beaucoup plus aléatoire chez Draper. Le tennis de Draper est un tennis très régulier. Carlos Alcaraz, qui porte sur lui beaucoup de choses. Il porte sur lui le statut de génie qu'on lui impose, auquel je ne suis pas d'accord. Et là, chacun donne son avis. Pour moi, Alcaraz n'est pas un génie du tennis. D'accord ? Non pas parce qu'il n'a pas les caractéristiques d'un génie, mais parce que j'aime pas ce mot. Je préfère dire que Alcaraz est surdoué. Parmi les gens qui sont doués naturellement, lui est au-dessus du lot parce qu'il a quelque chose de plus. Ça, c'est indéniable. Alcaraz a quelque chose de plus que tous les autres qui sont déjà doués. Mais ce quelque chose de plus, il l'acquiert aussi grâce au travail. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, la notion de génie, ce que j'aime pas dans le mot génie, c'est qu'on a l'impression que tout est inné. Alors que, si vous voulez, pour moi, surdoué, là, attention, on est dans l'analyse personnelle. J'essaie d'être objectif, mais là, sur les termes, ça relève plus du perso. Pour moi, il est plus surdoué parce que il rajoute quelque chose au fait d'être doué. Il est naturellement doué, ok, comme beaucoup de joueurs. Mais lui a quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, il l'a sublimé par le travail. Ses qualités naturelles, il les a fait éclore grâce à un entourage, grâce à son boulot. Il a sublimé cette qualité individuelle unique, qui sont les siennes. Chaque joueur a des qualités individuelles uniques. D'accord ? Les prédispositions naturelles d'un joueur, sa taille, son poids, son caractère, le style qu'il aime jouer, etc., 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 l'entourage familial, etc., l'histoire du joueur, en font une entité. Carlos Alcaraz a des qualités, il fait telle taille, tel poids, ça, il a des caractéristiques. Et après, il y a le tennis. Et le tennis, c'est là que
on entre dans une autre dimension. Le tennis, c'est extrêmement psychologique. Et c'est là qu'on rentre dans la tronche des joueurs. Un joueur, il a une donnée qui n'est jamais fixe. Ce qui est fixe, c'est ses caractéristiques physiques qui font qu'il va être limité pour faire certaines choses et limité pour en faire d'autres et il va pouvoir se surpasser dans certaines choses. La donnée physique d'un joueur fait qu'on peut pousser son corps jusqu'à tel stade pour pas qu'il se blesse, mais qu'il soit suffisamment performant. Prise de masse, etc., etc. Geste au service où il doit être à l'aise, le poids de la raquette pour qu'il ne se blesse pas, les entraînements pour qu'il soit adapté à un style de jeu. Le style de jeu, il est basé sur une donnée physique et sur une donnée psychologique. Et c'est très important de le comprendre. La donnée physique, parce que quand on fait la taille de John Isner, on ne peut pas avoir le style de jeu de Diego Schwartzman. C'est pas possible, le physique ne le permet pas. Et Diego Schwartzman ne peut pas, de manière naturelle, avoir le style de jeu de John Isner. Trouver des angles de dingue parce que le physique ne lui permet pas. Les meilleurs joueurs du monde ont toujours été des joueurs dont la taille était moyenne. Avec cette taille, vous pouvez tout faire. Là, qui puisse avoir une belle proportion. Ça, c'est l'objectif. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Pourquoi partir dans tous les sens? Carlos Alcaraz a toutes les prédispositions naturelles, psychologiques, pour tout faire, pour tout gagner. Et on lui colle l'étiquette de génie, c'est-à-dire de pur produit naturel. Et donc, comme c'est un pur produit naturel, on veut que Alcaraz gagne toujours. Parce que ce qu'il nous fait sur un court de tennis, on ne l'avait pas vu depuis Federer. Le problème, c'est que Alcaraz, c'est pas Federer. Alcaraz, dans la tronche, c'est pas Federer. Alcaraz, il est très sensible à tout ce qu'on raconte sur lui, parce que Alcaraz, on sent qu'il... Mais ça, je peux pas trop lui en vouloir parce que c'est notre société qui veut ça aussi. C'est notre société qui veut ça. Surexposition des médias, surexposition à tout. Désiré par tout le monde. D'un seul coup, la vie change. Vous avez 18 ans, 19 ans, votre vie change, vous gagnez un grand chelem, vous êtes beau garçon, vous êtes musclé, vous gagnez des titres, votre vie change. Vous lisez partout que vous êtes un génie. Et dès que vous ne gagnez pas, ça y est, on commence à dire « Ah, est-ce que finalement, il n'est pas limité ?» Mais moi compris. Sauf que moi, j'ai envie de dire, à la différence de beaucoup, c'est que moi, je sais qu'Alcaraz est limité. J'en ai fait une vidéo en parlant de ça. En fait, attention, Alcaraz n'est pas un génie. Alcaraz est un tennisman surdoué. Il fait partie de cette catégorie des athlètes surdoués. Parce que je distingue que le génie, ça renvoie dans l'imaginaire à quelqu'un qui est acquis. Alors que le surdoué, dans mon référentiel, c'est quelqu'un qui, du fait de ses qualités naturelles, va surajouter quelque chose. On fait éclore le génie de quelqu'un, encore plus que les autres, par le travail. Le problème, c'est que Carlos Alcaraz a cette étiquette de génie pur qui lui colle au basque. Alors que le mec, oui, c'est un génie naturel de tennis, mais qu'en fait, c'est aussi un monstre de boulot. La prise de masse qu'il a eue, tout ce qui travaille derrière. Et les gens ne le comprennent pas. Les gens ne le comprennent pas. Et donc, effectivement, pour moi, le travail d'Alcaraz au tennis, il n'y en a pas. Pas dans le sens où il doit travailler, ne pas travailler certaines choses, mais fondamentalement, Alcaraz sait tout faire. Il a tous les coups du tennis à sa disposition, mieux que tout le monde. Dans la globalité, il y a des gens qui ont un meilleur service, individuellement, on peut trouver un meilleur revers, peut-être un meilleur coup droit. Bon, individuellement, on peut peut-être piocher pour trouver un coup plus efficace que les autres. Ok. Sauf que, dans le cadre d'un joueur, ça va être son arme, alors qu'Alcaraz, lui, peut tout faire. Il a toutes les armes. Mais Alcaraz, le gros travail qu'il doit faire, c'est dans sa tronche. C'est dans la tête. Il faut en fait que
l'orgueil qu'on lui met, qu'on lui impose. On lui impose un orgueil surdimensionné à ce garçon, en fait. On lui impose d'être un génie. Mais vous rentrez sur un cours de tennis face à un joueur contre lequel vous avez le droit d'appréhender. Jack Draper. Le mec massif, il est sûr de son tennis, il a un tennis qui embête Carlos Alcaraz, il a le droit d'être embêté par des joueurs, et ça aussi, je le vois trop souvent. Oui, mais c'est Carlos Alcaraz, il doit pas être embêté. Mais attendez, c'est un être humain qui est en face. C'est un autre être humain, Jack Draper. Il est là, il y a 0-0 au compteur. Il y a deux mecs qui vont se la coller. Même si Carlos Alcaraz, il a plus d'aptitude naturelle que Jack Draper à produire du beau tennis et à savoir tout faire, en face, il y a un mec qui est là, à ce niveau-là. Et c'est pas pour rien. Donc oui, il a le droit d'embêter Carlos Alcaraz. Oui, il a le droit de le gêner. Et Alcaraz a le droit. Il a le droit d'avoir peur du tennis de Draper. Parce que c'est un être humain. Parce que je me mets dans la peau du tennisman. Oui, je suis plus fort que lui, mais ce mec-là en face, j'aime pas son jeu. Et je le prends au sérieux, je le respecte dans ça. Je le crains. Craindre un adversaire, c'est pas forcément une mauvaise chose. La sainte crainte de l'adversaire, le respect de qualité de l'autre. C'est ça qui nous fait stresser. Ce qui nous fait stresser quand on affronte un joueur, quand on le connaît, et qu'on sait qu'il est fort, c'est ses qualités. Vous voyez? Et Alcaraz a eu le droit à ça. Et les jambes qui tremblent parce qu'on lui impose un orgueil. On lui impose de toujours être le meilleur. Même il a le droit. Il a le putain de droit, en fait. Et moi, je ne suis pas du tout alarmiste. Je pense que c'est le genre de défaite qui construira Carlos Alcaraz pour devenir le prochain GOAT de ce sport. Il a besoin de défaites avec les jambes qui tremblent pour se dire « Mais merde, putain, j'ai le droit. J'ai le droit de perdre. J'ai le droit d'avoir peur d'un adversaire. J'ai le droit de craindre un adversaire. » Et si tu veux, ce fait-là que je suis censé toujours être le favori, etc., il y a un moment donné, je pense que ça doit lui peser dans le crâne. Et ce statut, aujourd'hui, pour moi, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt d'enfiler l'armure du GOAT. Il n'est pas prêt. Là où je pense que Sinner est prêt. Sinner est prêt à ça. L'année dernière, il perd quasiment à chaque fois contre Alcaraz. C'est lui qui remporte les deux grands chelems qu'on suivi. US Open, Open d'Australie. S'il n'a pas ces histoires de dopage, j'aurais été très curieux de savoir ce qu'il aurait proposé sur le dur. Et je pense qu'aujourd'hui, Alcaraz a besoin de Sinner. Alcaraz, il a besoin d'un numéro 1 mondial. Il a besoin d'une référence pour se raccrocher à quelque chose, pour se dire que c'est pas lui le GOAT. Parce qu'il n'est pas prêt. Pour l'instant, on n'a pas le dos pour assumer d'être le patron du circuit. Parce que la différence de traitement qu'il y a entre Sinner et Alcaraz, c'est que Alcaraz est le gendre parfait, qui a toutes les qualités d'un génie, qui n'a pas le droit de perdre parce que c'est un génie. Alors que Sinner, lui, c'est le mec finalement qui va avoir cette image de dopé et qui va rien en avoir à foutre de perdre ou de ne pas perdre. Parce que lui ne veut que gagner. Lui, il ne veut que gagner, et l'image de Sinner, elle est déjà plus terne que celle d'Alcaraz. Donc lui, il s'en fiche. Sinner, c'est un robot. Je viens, je gagne. Je viens, je gagne. C'est tout. Lui, ce mec, Sinner veut être le robot du tennis qui remporte tout, qui dézingue tout sur son passage. Il a déjà acquis dans sa tronche que c'était lui, le robot, qui allait gagner et être le rouleau compresseur du circuit. Qui allait faire peur à tout le monde. Lui, ça, ce truc-là, il l'a déjà endossé. Il l'a déjà sur lui, Sinner. Sinner n'a pas besoin d'Alcaraz. Il n'a pas eu à le battre à l'Open d'Australie. Alcaraz a perdu contre Djokovic. Encore une fois, cette défaite contre Djokovic. Crainte de perdre contre Djokovic. Crainte de cet adversaire. Favori. Tu joues Djokovic, qui t'a traumatisé à Paris pour les JO. Oui. Ok. Mais il faut que Alcaraz dompte cet orgueil que les médias veulent lui mettre sur lui, comme génie.
Il faut qu'il dompte ça. Il faut qu'il retrouve encore plus de calme sur le court. Il faut qu'il y ait un réel travail psychologique chez Carlos. Si Alcaraz ne fait pas ce travail-là, il va être éternellement sur le talent de Sinner. 1 ou 2 Roland, 2 ou 3 Wimbledon, ce qui lui fera déjà un beau palmarès de Grand Chelem. Mais c'est Sinner qui va tout prendre. Et peut-être Jack Draper, qui, je sais pas, va, sur de telles victoires contre Alcaraz, va peut-être imposer un fait psychologique. Peut-être que Draper, lui, va à un moment donné être prêt, peut-être, à endosser ce rôle de contender au titre, à la place de numéro 1. Il y a Fonseca qui est complètement déterminé. Moi, je pense sincèrement que Carlos Alcaraz doit impérativement trouver du calme. Il a tout pour être le nouveau Federer. Il a tout pour nourrir une rivalité folle avec Sinner. Et peut-être avec un agrégat de Draper, avec un agrégat de Fonseca plus tard, et de quelques mecs qui vont tourner autour, les Runeux, peut-être les Shelton, les Fritz, voilà, qui vont tourner autour, un peu à la Berdych, Ferrer, Tsonga, tous ces joueurs-là, des Del Potro, machin, tout ça, qui, voilà, Murray, Wawrinka, qui vont tourner autour, mais avec un noyau dur de 2, 3, 4 mecs. Donc voilà, si Alcaraz ne range pas ça, si cette pression, ce qu'on dit sur lui sur Twitter, dans les journaux, l'attente qu'il y a autour de lui, si ça, il ne le canalise pas, il va pas s'en sortir. Il est jeune. Il est très jeune. Donc, peut-être qu'il lui faut une saison difficile cette année. Peut-être qu'il ne remportera pas de Grand Chelem cette année. Parce que, pour X raisons, ce que je ne lui souhaite pas, évidemment, peut-être qu'il lui faut une année difficile. Pour que les gens comprennent que, en fait, génie, c'est de la merde. Oui, il est surdoué. Mais laissez-le travailler, laissez-le bosser. Laissez-le mûrir. Sinner, c'est pas le même logiciel mental. C'est pas la même construction de joueur. Ça n'a rien à voir. Sinner est déjà prêt à ça. Il est déjà, lui, on le lance et boum, il est prêt. Pas de pépin physique, ce mec bat tout le monde. Si il s'ajuste avec un travail de fou furieux sur terre battue, il va pouvoir prendre 5-6 Roland Garros. Il va nous prendre 10 US Open, 10 Open d'Australie, 5 Wimbledon, je sais pas. Ce gars-là va nous faire des records au Big Three. Sinner est prêt. Alcaraz n'est pas prêt. Donc là, on va arriver dans une période où il nous reste Miami. On va voir ça, on en reparlera dans une autre vidéo sur les pronos, entre guillemets, on refera le tableau de Miami. Sinner, visiblement, sa place de numéro 1 n'est pas en danger. On est dans une ère où la tête d'affiche du tennis mondial n'est pas bonne. Au sens où on vit une énorme transition. Avec des années complètement folles. Avec Djokovic, Federer, Nadal, Murray, Wawrinka, Berdych, Del Potro, tous ces mecs-là qui ont tenu leur rang pendant des années dans le top mondial, mais surtout avec les 3 fous, les 3 fous furieux, et puis les 2 autres qui collaient à leurs talons, là. On n'a pas la même régularité, les garçons sont jeunes, il y a encore Djokovic qui est là, bon, voilà, c'est en train de se reconstruire. Selon moi, comment est-ce que je vois le futur? C'est la deuxième partie de cette vidéo, où je vais vous parler un petit peu de comment est-ce que je vois les choses. Pour moi, ce tournoi d'Indian Wells montre qu'il y a une génération de joueurs, Medvedev, Zverev, Tsitsipas, Rude, qui sont ces 4-là, qui ont été tout proches de gagner des grands chelems. Medvedev en a gagné un. Aujourd'hui, je pense que psychologiquement, avec tout ce qu'ils ont vécu,
je ne les vois pas remporter de tournoi du Grand Chelem. Et ça, encore une fois, c'est une prédiction sur ce que j'observe aujourd'hui. Masters 1000, je les vois tout à fait remporter un Masters 1000 sans problème. Mais aller chercher un des 4 majeurs, je ne crois pas. Parce que je pense qu'il y a une dimension supplémentaire que Alcaraz a déjà, que Sinner a déjà, et que, pour moi, des mecs comme Draper, Rune, Fonseca, peut-être Fritz, on ne sait pas, peuvent encore aller chercher. Génération, pour moi, que j'appelle du nouveau Big 3, futur Big 4, on ne sait pas. Évidemment, Sinner Alcaraz, c'est le duo. Je pense que Draper, Rune, Fonseca sont les 5 qui vont dompter le tennis. Pourquoi je dis ça? Rune, je le mets un tout petit peu à part. Rune doit absolument mûrir. Vraiment, il doit encore énormément travailler. Cette finale contre Draper, elle ne reflète pas vraiment le tournoi qu'il a proposé, mais elle reflète ce qui est Rune. Qui a du génie comme Alcaraz. Pas au même niveau, hein, mais qui a du génie. Mais où son travail n'arrive pas pour l'instant à sublimer la totalité des qualités et du potentiel de ce joueur. Et là aussi, comme Alcaraz, c'est dans la tronche. Rune, on a l'impression qu'il n'a pas encore passé sa crise d'adolescence. C'est qu'il y a du comportement où on sent que, punaise, c'est pas tout à fait le mental d'un champion. Mais de l'autre, on sent quand même qu'on en sort de cette crise d'ado. Vous voyez, il y a des choses sur lesquelles on mûrit. Hein, il y a moins de laisser aller dans les matchs. Il y a moins d'énervement. Il y a moins de « allez, je laisse tomber ». Donc, il y a une progression nette par rapport à l'année passée. Par rapport à là au début de saison. On sent qu'il est capable de faire des choses. Mais il va encore falloir travailler dans la tête pour qu'il passe encore ce garçon très instable, où on ne sait pas encore trop sur un début de tournoi, à Rune, source sûre. Moi, vraiment, Rune me fait penser à Berdych. Rune me fait penser à Berdych. Vraiment. La qualité des frappes, la puissance. Il a vraiment au niveau physique, il y a du Berdych dans Rune. Et si il arrive à fixer son intelligence là, avec son entraîneur, et que ça bouge pas, putain, qu'est-ce qui va faire mal, quoi. Et il va faire des finales de Grand Chelem, et il va peut-être en remporter un, et voilà, mais il faut que ça se canalise. Et il faut que sa mentalité change encore. Draper, moi, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. Hier, en coup droit, j'ai vu du Nadal. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Draper, j'ai vu du Rafa. Gaucher, laisser un petit peu le bras comme ça, là, sur les frappes. Moi, j'ai vu du Rafa. Même contre Carlitos, j'ai vu du Rafa. Moi, il me fait penser à ce coup droit là me fait penser parfois à Rafa. Dans l'accélération, dans la capacité à bomber. Comme ça, Draper, il est tout à fait capable d'être très fort sur terre battue. Pour moi, Draper, il a la capacité de jouer sur toutes les surfaces. Il peut tout faire. Et il peut jouer partout. C'est la qualité pour moi, ces 4 là. Draper, Alcaraz, Sinner, Fonseca. Et je mets Rune un tout petit peu à l'écart, mais je le garde quand même pour moi dans les 5. Ces 5 joueurs-là, pour moi, qui vont faire rayonner le tennis. Le tournoi d'Indian Wells, il est annonciateur d'une chose. C'est que Alcaraz a besoin de Yannick Sinner pour se confronter à quelqu'un, pour aller chercher des performances, pour aller battre Sinner. Et certainement aller chercher des trophées. Parce que pour l'instant, il a du mal à assumer ce statut de GOAT, de sa génération, de mec imbattable, de ci et ça que les médias lui imposent, que ses qualités et ce qu'il est doivent montrer.
Et ça le dépasse pour l'instant. Pour l'instant, la tête, elle n'est pas au niveau de ce dont il est capable de montrer sur un court. Il n'arrive pas à suivre. Donc forcément, boum, trop de pression, n'arrive pas à gérer ça, et il perd. Là où Draper, lui, lui n'avait pas ce statut, mais c'est toujours pareil. C'est toujours la même chose. C'est qu'il y a un moment donné, quand vous êtes très fort, et que vous arrivez à un certain niveau où on vous attend, soit vous avez construit cette tronche en parallèle, et vous l'assumez, soit vous n'êtes qu'un génie, la tronche, on n'a pas forcément tant travaillé que ça, et 34 grands chelems, ce qui est déjà énormissime, ne suffit pas à faire de vous un patron sur deux décennies. Ça suffit pas. Prendre précocement 4 grands chelems ne veut pas dire que vous allez devenir le prochain icône du tennis mondial pendant 20 ans. Ça ne veut rien dire. Ce sont des prédispositions absolues pour l'être, mais ça ne veut rien dire. Prendre 4 grands chelems sur 2-3 ans, 5 grands chelems, et disparaître, parce que finalement le statut, dès que il fallait devenir ce numéro 1, en fait je n'arrive pas à l'assumer. Il y a des mecs derrière qui, eux, vont avoir cette tronche-là. Et Sinner, lui, on sent qu'il est calibré pour ça. Draper, il a encore 0 grand chelem à son actif. Mais des victoires, s'il en fait sur Alcaraz, on sent qu'il y a une forme de calme en lui. S'il arrive encore à gérer ses émotions sur son corps, si son corps le laisse tranquille et qu'il arrive à gérer ses moments, parce qu'il faut servir pour le match, hein. Il se fait débreaker contre Alcaraz quand il a double break, il resserre, il peut très bien se réeffondrer, et là, boum, c'est-à-dire qu'il l'a fait, et quand vous l'avez fait, ça change tout. Vous l'avez fait. Dans la tronche, c'est immense. On se rend pas compte là pour Draper. Il passe top 10, il remporte son premier Masters 1000, il bat Alcaraz. Mais c'est immense. C'est la différence qu'il y a entre Rune et Draper. Draper, il est allé chercher son match. Rune, il n'y était pas. Dans la tête, on voit que c'est pas du tout rangé, quoi. Vous voyez, c'est l'adolescent qui range sa chambre, mais il met tout sous le lit. Et au moment où le lit bouge, la maison, il y a tous les jouets, en fait, qui ressortent, et en fait, c'est pas du tout rangé. Et Rune, il est en train de ranger. Ok, c'est la première étape, on a rangé sous le lit. Ok, allez, maintenant, on va acheter des boîtes, et on va les ranger, et on rangera les boîtes sous le lit. Et quand les boîtes, elles sortiront du lit, on les mettra dans des étagères. Jusqu'à ce que tout ça s'imbrique. Pour que Rune devienne un grand joueur. Draper, on sent que c'est rangé. Là, il l'a fait. Ça change tout pour lui maintenant. Maintenant, Draper, il sait qu'il peut battre Alcaraz. Il sait qu'il peut aller chercher une finale de Masters 1000. Première finale en Masters 1000. Victoire. Donc, si Draper arrive à se convaincre, à garder son sang-froid, même s'il est attendu, peut sans problème aller jouer dans la cour de Sinner et d'Alcaraz pour devenir une future icône du tennis mondial pendant 20 ans, si son corps le laisse tranquille. Pas de problème. Je ne vois pas d'inconvénient. Le tennis, ça n'est rien d'autre que, comme dans tous les sports, mais le tennis c'est encore plus flagrant parce que c'est un sport individuel, où vous êtes jugé en tant que vous-même, surtout votre vie privée, avec les médias, c'est une folie. Votre qualité de tennis, tout ce que vous dites dans la presse, ce que vous mangez, ce que vous consultez, les entraîneurs, les gonzesses avec qui vous sortez, tout est scruté. Tout, absolument tout ce que vous faites est scruté et mis sur le devant de la scène. Donc, c'est d'une exigence absolument considérable. Considérable. Et donc, ce qu'ont fait nos 3 dingues, c'est que ils se sont tous tirés vers le haut en se disant que finalement, qui va être le fameux GOAT? Et eux ne cherchaient que ça. Et ce qui est paradoxal avec Alcaraz,
c'est que lui veut ça, mais pas suffisamment pour que quand c'est concret, il l'endosse. Et l'armure est trop lourde. Elle est trop lourde. Alors que si vous voulez, Federer, Nadal, Djokovic, c'était à qui aller la voir le plus longtemps, l'armure. Et ce qui était sinusoïdal, c'est qu'en fait, à un moment donné, il y a un des trois dingues qui se remettait à être complètement fou, l'autre qui voyait que ça y recommençait à faire des performances de malade, et en fait, ils allaient tous se chercher les uns les autres, et machin, et c'était des duels de dingue, de fou, de fou. Mais ces mecs-là la voulaient, cette armure. Et finalement, Alcaraz la veut en principe, mais dans le concret, ça claque des dents. Dans le concret, il a la possibilité d'être l'icône du tennis dans tout. Alcaraz, là, aujourd'hui, il a la possibilité, à Indian Wells, là, avant Indian Wells, et on verra. Je suis pas en train de dire que tout est fini pour Alcaraz, c'est pas du tout ça. Absolument pas. Il est en construction, ce joueur. Ce que je veux dire, c'est que là, c'est parfait pour lui. L'opportunité, elle est parfaite. Sinner, son image, ça va lui coller aux fesses pendant des années. Donc, Alcaraz, il a l'image parfaite. Le génie, avec le sourire, musclé, beau gosse, joueur de tennis, qui a tout. À côté de lui, il a Sinner. Physiquement, il fait moins la une des magazines. Il est accusé de dopage, il a été condamné. Il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Il n'a aucune émotion, il remporte des grands chelems. Ok. Il a tout pour être l'icône pendant 20 piges. Il a tout pour être le nouveau Federer. Parce que pour moi, c'est ce qui différencie Federer de Djokovic notamment, c'est que Federer, c'est l'icône du tennis. Et même de Nadal, là. Federer, c'est l'icône pour moi du tennis. Il représente le tennis. Il peut être le digne successeur de l'image du tennis de Federer. Mais, et là, il a tout pour. Sinner ne joue pas. Il est censé régner, parce que c'est ce qu'on lui impose, à juste et à injuste titre. À juste titre par le tennis. À injuste titre parce qu'on a tendance à oublier que c'est un être humain. Et que donc, du coup, la surcharge médiatique est vraiment trop importante. Mais pour moi, il est censé, en ayant déjà des grands chelems dans les pattes, il est censé pouvoir gérer ça. Mais on voit qu'il n'y arrive pas. On voit qu'il n'y arrive pas. Donc, cette place d'image, d'icône du tennis, il n'arrive pas à l'endosser. Pour lui, pour l'instant, c'est trop difficile. Je pense que cette saison, sur terre battue, on a encore Miami, on va voir si Draper est capable de faire le doublé à Miami, on verra bien. Je pense que ces choses-là pour Carlos sont une bonne chose, parce que je pense que ça fait partie de sa construction de joueur. Le match qu'il a fait contre Draper n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend de lui, et parce que Draper a eu une emprise psychologique sur Alcaraz, d'une manière ou d'une autre. Et ça a permis à Draper de gagner, Alcaraz a perdu, et Draper derrière s'envoie le trophée parce qu'une telle victoire, il a fait un parcours de dingue. Il s'est envoyé les Fritz, les Shelton, les Alcaraz. Donc déjà, voilà. Mais c'est très bon pour la construction de joueurs d'Alcaraz. C'est très bon. Parce que ça montre déjà, ça rappelle à tout le monde que c'est un être humain. Donc que oui, c'est un génie, mais que c'est un être humain. Que oui, c'est un génie, mais qu'il faut arrêter avec ce mot, qu'il faut arrêter avec ça. Que c'est quelqu'un qui a du génie, mais qui travaille. Et le travail, c'est dur. Et qu'il faut attendre encore un peu pour que Alcaraz comprenne une bonne fois pour toutes que si ce statut d'héritier du tennis, d'image, d'icône du tennis, s'il ne l'apprend pas à bras le corps, il y a des mecs qui vont le faire. Et peut-être que ça peut lui mettre un gain de confiance en lui et de relativiser tout ça. Le tennis n'est qu'un sport.
tennis, c'est un divertissement. Il gagne sa vie, il veut remporter tous les trophées, d'accord. S'il arrive à comprendre que le lendemain, la Terre tourne, que celui qui est en face de moi est un autre être humain, avec ses qualités et avec ses défauts, et qu'il faut qu'il retrouve ce plaisir de retourner sur un court de tennis pour se dire qu'il va effectivement gagner, qu'effectivement il y aura toujours de la pression, parce que même Federer en 2019 contre Djokovic en finale, il a deux services, il a un seul point sur son service de remporter Wimbledon, et il ne le fait pas parce qu'il craque mentalement. Parce que ça arrivera toujours, mais que si ça l'empêche d'aller chercher des victoires, où on est en demi-finale, on n'est pas sur une finale de Grand Chelem, et Federer, il perd, voilà, 2 points du match, je pense que tout ça l'a rattrapé. Et derrière, tu joues Djokovic, en finale. Là, on est sur un Jack Draper, demi-finaliste, à Indian Wells. Il faut comprendre que Alcaraz doit remettre les choses à leur place dans le réel des choses. Et je pense qu'un travail psychologique de se replacer dans le réel, de se mettre dans une bulle où il enlève les médias, les machins, les trucs, où il se concentre sur « Ok, juste moi, mes performances, qu'est-ce que je veux faire ?» Le numéro 1 mondial est l'icône du tennis, très bien. Est-ce que je suis le joueur le plus doué du circuit? Très certainement. Avec les plus grandes qualités naturelles que le bon Dieu m'ait données. Oui, très certainement. Alors on y va, on fonce. Je travaille, je fonce. On bosse, on se met dans sa bulle. Allez, chaque match est un nouveau match. Arrêtez de penser, oui, les tournois, les machins, tout vouloir faire à la fois en même temps, les JO, les trucs. Moi je vous dis, l'effet Jeux Olympiques, ça l'a défoncé. Je vous le dis tout de suite, depuis les Jeux Olympiques, Carlos Alcaraz, on le revoit plus. Ok, il y a eu les titres, il y a eu les machins. Depuis les JO, je pense que dans sa prépa mentale, il faut retrouver du calme. Échéance par échéance. Carlos Alcaraz doit se construire encore. Les JO, pour lui, c'était, oui, quand il a fondu en larmes. Ok, t'es très jeune. Les Jeux Olympiques, il y en aura d'autres. Tu seras plus âgé, mais il y en aura d'autres. Tu seras pas à la retraite. D'accord. Et on l'a vu. L'US Open derrière, mauvais. Comme Djokovic. Et derrière, Open d'Australie, repère sur Djokovic. Et depuis, Rotterdam. Bon. Donc, je pense qu'il faut se calmer. Je pense que Carlos doit retrouver du calme. Je pense qu'il doit appréhender échéance par échéance au lieu de vouloir gagner 800 milliards de trophées. L'insouciance de la jeunesse, le statut de numéro 1 GOAT du tennis qui lui était pas du tout affilié, lui a, je pense, permis dans sa fougue de remporter les grands chelems qu'il a remportés. Et que derrière, cette année, un Masters 1000, un grand chelem, 0 titre, 0 trophée. Avec son entourage de réalisme pour recommencer à travailler petit à petit au lieu de vouloir tout défoncer, on veut le voir comme ça. Rappelez-vous, Federer, quoi. Lui aussi, génie, surdoué, et le calme du mec. Tu vois qu'il a remporté ses grands chelems. Il a eu sa confrontation avec Nadal. Le calme du mec. Le calme de cet homme, quoi. Avec une longévité de fou furieux. Et on veut la même carrière pour Alcaraz parce qu'il a le même style de jeu. Là où Sinner, c'est plus Djokovic. Mais Sinner, lui, il est prêt. Et puis Sinner, il en a rien à cirer. De Alcaraz, de Djokovic. À chaque fois que Sinner il affronte Djokovic, il fait pas un pli. Alors il perd contre Alcaraz, c'est vrai. Parce que, voilà, contre Alcaraz, de la même façon que Alcaraz a appréhendé contre Draper, Sinner il appréhende contre Alcaraz. On se rappelle Roland Garros. Il y a un moment donné où ce match il doit tourner en faveur de Yannick Sinner. Mais il tourne pas, psychologiquement. Il rate ce match facile.
tac, 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 le match tourne, et boum. Il va falloir que Alcaraz ait cette hargne, cette capacité de faire tout ce qu'il sait faire, mais pas que contre Sinner. Contre des joueurs moins forts que Sinner. Contre là où il est attendu. Là où il doit endosser cette armure. Bon. Donc, moi, je ne suis pas du tout pessimiste pour Alcaraz. Je veux simplement que tout le monde se calme. C'est tout. Lui compris. Donc, pour moi, ce tournoi d'Indian Wells, c'est annonciateur de l'année, avec un Alcaraz qui doit trouver ses marques mentales pour avoir la capacité d'endosser l'armure de l'image du tennis, qu'il va se partager avec un Sinner qui va revenir pour Rome, avec du Fonseca, avec du Draper qui vont aller chercher des résultats, chercher de la confiance, avec des joueurs comme Fritz, encore Zverev, Medvedev, Tsitsipas, peut-être Rude, les Shelton, voilà, qui vont essayer d'aller chercher ces joueurs-là, aller chercher des finales de Masters 1000, des titres Masters 1000, des demi de Grand Chelem, etc. Et vous avez Rune, qui pour moi est électron libre, là, dans tout ça. C'est ce joueur qui, sans problème, rentre dans pour moi, les 4 qui rayonneront là sur le tennis, si tout va bien pour eux. Et il faut qu'il nous range tout ça. Voilà. Pour moi, c'est annonciateur de très bonnes choses. Je suis tout à fait hypé par cette saison. Un tennis qui change, hein, avec des joueurs qui s'accrochent, avec on voit comment est-ce que les joueurs sont. L'état du tennis actuel, c'est qu'il est en reconstruction. Il est en reconstruction et il y a des joueurs qui doivent peaufiner leurs objectifs, peaufiner leur mental pour aller chercher des tournois, davantage de tournois de Grand Chelem, davantage de rivalités qui vont devenir pérennes et qui vont devenir l'image du tennis. Je félicite encore Jack Draper parce que il a fait un magnifique tournoi. En plus, il m'a donné raison. Qui mérite sa victoire. Voilà les amis, c'était tout pour cette longue vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette analyse, avec ce que vous avez pensé du tournoi, de comment est-ce que les joueurs ont joué le jeu. Et puis on se retrouve très bientôt les amis pour le fameux tableau de Miami. D'ici là, une très bonne journée, je sais tes matchs et à bientôt les amis.